Oui, mon déménagement n'était pas une rumeur colportée par sources crédibles britanniques. On a bougé, oui, ça y est, voyez, c'est pas le même décor, oh là là, dis donc. Attends, le décor d'ailleurs est en work in progress, hein, il y a à mon avis des trucs qui vont bouger. Genre la serviette qui est sur le truc en plastique là-bas, là, ça devrait pas rester. Vous retrouvez les classiques, hein, comme Julien Courbet qui était là dans le décor en stream, le gun à mémé clipette, le scotch. Il manque pas mal de scotch au déménagement, ça coûte cher en scotch. Donc l'internet aussi est encore un work in progress, hein, parce que là on est encore en 5G. Il faut encore que je figure comment je vais me démerder pour le réseau local, parce que mon putain de PTO est à l'entrée et que mon bureau est genre un étage au-dessus et qu'il n'y a pas de moyen de runner des câbles proprement. Bref, ça va être marrant. Et entre-temps, la Formule 1 est revenue après 4 semaines à se faire chier à la reprise, à débarquer sans aucune hype, hein, si j'en crois l'internet, mais surtout avec un règlement ajusté et une chier d'upgrade. Pour tout le monde sauf Aston Martin apparemment. Et oui, c'est encore un t-shirt Aston Martin. Donc on va parler des quelques talking points qu'il y a eu pendant ce week-end, tranquille, pépouze comme d'habitude. Et comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code Clippy chez Oli pour 10% de réduction et 10% de commission. Pour moi, c'est vraiment de loin ce qui aide le plus. Il y a des nouveautés en plus qui arrivent ce mois-ci. Mais si vous voulez ni gourde ni poudre, ce qui se comprend, il y a des gens qui sont pas fans de boissons énergétiques. Il y a le Super Thanks qui, en plus de me donner un pourboire, aide au référencement de la chaîne. Si vous êtes sur mobile, il y a le Boost. Sinon, le simple fait de commenter, de liker, de montrer la vidéo à ta daronne, c'est déjà largement suffisant. Comme d'habitude, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. C'est Clippy la Clip, bienvenue dans Garage Talks. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit, le Grand Prix de Miami était bien. Bon, le sprint peut-être pas, mais vu que les enjeux sont si bas et ce que te coûterait un crash un peu trop vénère à quelques heures comme ça des qualifications, je suis pas surpris. Mais la course en elle-même était très bien, et j'oserais même dire que versus tout ce qu'on a eu cette année pour l'instant, c'était divertissant et ça paraissait beaucoup moins artificiel. En tout cas, moi qui voulais pas lâcher Red Dead Redemption 2 pour regarder la course, j'étais au final plutôt content de l'avoir fait. Non, parce que en vrai, à un moment, j'étais partagé à me dire « Ah putain, est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder la course pour dire ce qui va se passer, tu vois ?» Oui, il y a plusieurs facteurs et livres UPS qui ont contribué au fait que je prenne du plaisir en regardant la course. Le fait qu'Alonso a dit que les vibrations au niveau du moteur avaient disparu et que les deux Aston aient fini des courses et aient pu se battre avec les Cadillacs à la fin. Yes! Ils ont enlevé le rumble pack du moteur, on va pouvoir s'amuser! Le fait que Red Bull était de nouveau dans le coup, le fait que Merco était pas tête et épaule au-dessus du lot, le fait que McLaren a boulonné tellement de perfs qu'ils étaient en vrai plus rapides que les Mercedes ce week-end, mais pas tellement de beaucoup. Et surtout, pour terminer, l'action sur piste qui était bonne, putain. Le départ était fou, Verstappen faisait un 360 no-scope comme à la belle époque MLG Gaming, qu'il a mis sur une strat complètement décalée, ce qui du coup a donné plein de dépassements dans le midfield, tout aussi propre que mes propres dépassements sur Formula One. Mais bon, se plaindre du wheel-to-wheel de Verstappen, de ses actions en course, ça revient à se plaindre du taux d'humidité de la flotte ou de dire que Marc Marquez tombe trop souvent. Alors vous noterez là, hein, parce que je viens de recycler une blague que j'ai faite sur Twitter, ce que ça veut dire cette phrase-là, c'est que c'est futile de s'en plaindre. À aucun moment je cautionne. Non mais je me suis obligé de le dire parce que apparemment la compréhension écrite c'est pas dur. C'est pas tout le monde a son projet Voltaire, hein. Moi le premier. Mais comme là je passe à la compréhension orale et que je sais qu'il y a des gens qui commentent sans avoir écouté un traître mot de la vidéo, bon, je me dis, il faut peut-être que j'en fasse des caisses pour que vous me cassiez pas les couilles cette fois-ci. Et autant je cautionne pas totalement le fait que ça conduise comme dans Breakfast, autant on a besoin de quelqu'un comme ça sur la grille, même quelques deux. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Le fait qu'on ait sur la grille des pilotes vachement moins propres et au contraire des pilotes extrêmement propres, c'est justement ça qui donne de la nuance, de la texture à tout ce qu'on regarde. On a besoin d'éléments perturbateurs et en plus les châssis de ces monoplaces-là permettent à basse vitesse un placement plus efficace de la voiture. Ça permet aussi d'encaisser un peu plus de choc, hein, que les merguez super longues là, des années précédentes. C'est pas déplaisant, à mon humble avis, de voir du fight un peu rugueux. Mais en général, ce qui emmerde les gens, c'est pas qu'il y a du fighting un peu rugueux. Ce qui emmerde les gens, c'est qu'ils aiment pas le pilote qui fait le fighting rugueux. Et c'est pour ça qu'après, ils babillent. Alors, apparemment, on n'a plus le droit de dire « Ah, je l'aime pas ». Pourquoi ? Ah, je l'aime pas, sans raison comme ça. Du coup, je vais sauter sur absolument toutes les excuses possibles et imaginables pour dire « Mais il est mauvais, mais regarde, il sait pas se battre ». Photo de profil Michael Schumacher. On va peut-être à un moment faire un backflip devant ton hypocrisie. Ouais, même devant, hein, le Leclerc Antonelli, ça a duré quelques tours. Et post-safety car, outre la remontada Verstappen, on a eu la charge de Lando, la crainte de la pluie passée, on a eu le call pour ramener Anto
Toto au pit qui va ultimement lui permettre de repasser Lando derrière. Il y a effectivement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, eu beaucoup de dépassements à l'énergie. De toute façon, c'est simple, hein, si ça s'est fait dans la ligne droite ou au point de freinage après la ligne droite, généralement c'était du dépassement à l'énergie. Mais c'était beaucoup plus fun à regarder que les semaines précédentes. Déjà parce qu'il n'y avait pas le yo-yo constant qu'on avait. Du coup, ça donnait un aspect beaucoup moins forcé et artificiel. Mais en plus parce qu'on avait des voitures hors position et des voitures sur des strates décalées, ce qui a fini par donner une espèce de bordel formidable, sympa à regarder. Cependant, j'ai des doutes sur le fait que ce soit réglé. C'est bon, il n'y a plus de problème. Je doute que l'altération règlement soit suffisante. Alors, encore une fois, on ne pouvait pas demander mieux vis-à-vis de la quantité de temps disponible et de combien ça coûte d'altérer un règlement comme ça. Mais malgré ce que dit Toto, qui a pris la défense du règlement, le règlement altéré, hein, à Miami en mode oui, regardez, c'était vachement bien, les gens qui pensent que le règlement ne donne rien de bien au niveau du spectacle peuvent se cacher. Bon, déjà Toto, c'est un peu comme Dominique Ali, hein, c'est pas quelqu'un qui vous donnera une take honnête sur le règlement. Parce que c'est un des acteurs ou un représentant d'acteurs derrière justement ce nouveau règlement. Je vous rappelle que Merco a eu la main relativement tôt dans ce règlement-là. Wolff représente les intérêts Mercedes. Mercedes qui, pour des raisons diverses, voulait ce règlement, notamment pour la pertinence par rapport au marché civil, bla 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 bla, j'ai déjà raconté ça 600 fois, j'en ai plein le cul. Bien qu'entre-temps, quand Mohamed Ben Sulayem a plus ou moins, j'allais dire à demi-mot, mais à 3/4 mot même, nous a fait comprendre que le prochain règlement technique, on aurait des V8 et que les constructeurs auraient un peu moins leur mot à dire que ce qui s'est passé les années précédentes, ce qui est une bonne chose, mais on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée. Bref, à la seconde où ça a été dit, Mercedes était apparemment très content. Ils étaient en mode oui, on devrait faire des super moteurs de 1200 chevaux carrément. Et si quoi que ce soit, le double discours là, il met encore plus en avant ce que j'essaye de vous dire. Le représentant d'un constructeur, genre Wolff ou peu importe qui, ne vous dira jamais réellement ce qu'il pense. Il vous dira ce que la marque a curaté pour lui. Ce qu'on a vu à Miami ne veut pas dire que le règlement est sauvé et la saison avec. Miami, c'est un peu, au sens de ce règlement, un anti-Melbourne. C'est un circuit avec beaucoup de zones où on peut recharger, à savoir des virages mi-vitesse dans lesquels on rentre pas à fond, ce qui compense facilement du coup toutes ces grandes zones énergivores comme les grosses lignes droites de sa mère là. Et malgré les ajustements cumulés au fait que Miami soit un circuit parfait pour cette réglementation, ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de super clipping, juste que c'était beaucoup moins visible et que la Real Télé, à mon humble avis, en fait des caisses pour pas en parler / pas le montrer. Je crois que j'ai vu Pierre Ja s'en plaindre un peu sur Twitter, genre la Real doit faire un effort pour montrer les niveaux d'énergie ou pour expliciter, pour que le viewer soit pas perdu à pourquoi une voiture se fait doubler finalement, tu vois. Mais je pense que c'est volontaire, je pense qu'ils ont aucune raison logique de montrer aux gens que ce dépassement-là, il a lieu uniquement parce que machin a plus d'énergie devant. Parce que tu perds un peu en héroïsme. Et comme il est clair, après les propos de Dominique Ali dont on a parlé là, il y a une semaine de ça, je crois, 2 semaines, mais comme il est clair que le cœur d'audience visé, c'est le public qui va et vient, pas les gens qui sont là hardcore et qui veulent tout comprendre, tout savoir, ils ont aucune raison de l'expliquer parce qu'ils tueraient juste un peu le mythe. Donc quoi, quand je parlais de suspension consentie d'incrédulité il y a pas si longtemps, maintenant j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans, quoi. Et un autre truc qui me pousse à penser que Miami c'était une exception, pas la règle, c'est Verstappen. Verstappen il était content du rebond Red Bull et du coup il y a des gens qui ont retweet ça en disant ah ben voilà, maintenant la voiture il marche, du coup il se plaint pas du règlement. Mais comme d'hab ça écoute pas une interview en entier, ou comme d'hab ça ne va pas lire autre chose que le titre de la putain d'interview, parce qu'il est toujours mécontent des règles et explique que les pilotes sont toujours punis dans les lignes droites s'ils vont trop vite dans les virages. Ce qui veut dire que son avis sur le règlement n'a pas changé. Est-ce que vous voulez bien brancher votre cerveau 5 minutes? Reste que, pour un viewer qui avait pas envie, comme moi ce week-end-là, c'était beaucoup plus agréable à regarder. Et je préfère attendre de voir si c'est pas dû à la piste avant de me prononcer définitivement sur oui, les règles ont sauvé le sport. Le prochain circuit, là, dans une vingtaine de jours, c'est Montréal, avec beaucoup de zones d'accélération-freinage, comme Miami, mais avec beaucoup moins de virages mi-vitesse. Donc beaucoup moins de zones où tu peux recharger. Il est fort probable que, si le règlement a pas réglé les problèmes, les ajustements au règlement ont pas réglé les problèmes, tous les petits couacs qu'on a eu en début de saison réémergent. Mais bon, ces couacs-là font pas le figure en comparaison de ce qui se passe chez Mercedes. Même pas pourquoi j'ai forcé une transition, j'ai des cartons pour ne pas avoir... Je me sens mal pour Russell, hein. Genre vraiment. Hein. Les premières années de sa carrière passées sur des merguez, des shitbox absolus. Il arrive chez Merco au début d'un règlement que Merco va complètement foiré. Et là, maintenant qu'il a une voiture qui domine, maintenant que c'est sa chance, son grand moment, il se fait compréhensivement fouetter le cul par un gamin de 19 ans. Tant qu'ils sont consentants, moi je king shame pas. C'était son année, mais après 4 courses, il a une victoire de retard sur son équipier, quasiment, hein. 20 points au lieu de 25, mais bon, ça c'est... En fait, le truc c'est que j'avais commencé à faire cette partie-là quand Verstappen était encore devant et Leclerc aussi. Bon,
fait chier. Une victoire quasiment 20 points, m'emmerdez pas. Je sais que c'est à la mode de chier sur Russell parce que depuis qu'il a quitté Williams pour monter chez Mercedes, il est devenu un peu moins agréable, on va dire. Mais d'une, j'ai la flemme de lui chier dessus, parce que je pars l'appeler Woody de Toy Story, parce qu'il y a un truc, franchement, Et de deux, n'en déplaise à vos goûts et vos valeurs, il est bon. C'est chiant pour vous, mais il est bon. Tu outscores pas ton septuple champion du monde d'équipier par hasard. Mais là, reste que, sur ce début de saison, si j'enlève Suzuka, parce qu'effectivement, Suzuka, c'est vraiment de la malchance par rapport à la safety car, il est pas trop dans le coup. En plus de ce début de saison qui est très en dents de scie, et j'ai beau dire, ouais, on peut pas compter Suzuka parce que la safety car, au final, au tableau des points, ça compte. Donc, est-ce que c'est très juste? Et là, maintenant, le momentum est du côté d'Antonelli, avec Wolff derrière qui ne tarit pas d'éloges sur le gamin, commentant sa victoire comme la plus impressionnante jusque-là, pour bien mettre à mal le joueur dans cette histoire. Ah, tu vois de quel côté du garage est le soutien. En plus, Kimi vient de taper un nouveau record qui, certes, est juste statistique et tout le monde s'en branle, mais pas moi. Parce que ses 3 premières pôles en carrière sont consécutives. Comme Schumi, comme Senna, et ses 3 premières victoires en carrière sont consécutives. Comme Hakkinen, comme Hill. Mais, c'est le seul pilote pour l'instant de l'histoire du sport à avoir converti ces 3 pôles en 3 victoires. Ah, comme Leclerc, du coup. Ah non, mais c'est facile de parler de Leclerc quand on parle de convertir les pôles. Non, mais je l'aime bien en plus. Non, j'aurais pas dû. Non, je m'excuse. Non, voilà, j'annule. Bon, Russell a quand même limité la casse en fin de course, on va pas se mentir, et il a admis utiliser la fin du Grand Prix justement comme une espèce de séance pour expérimenter avec sa manière de conduire la bagnole. C'est-à-dire que le gars est en train d'apprendre, le mec s'adapte mi-Grand Prix. Ça, c'est très très fort. Et ça semblait lui réussir un petit peu, il en parlait à la radio, il disait « Ah, les pneus ont l'air de revenir », alors est-ce que c'était juste comment il conduisait, comment il mettait de l'énergie dans les pneumatiques, ou est-ce que c'est juste les conditions qui changeaient autour de lui? Non le sait, je suis pas son ingénieur. Et le vrai litmus test pour lui, ce sera au Canada. D'une, parce que c'est un circuit qu'il est réussi en général. De deux, parce que c'est un circuit qui réussit au Merco en particulier. Mais de trois, parce que si Kimi fait le break, si Kimi prend le large, on pourrait voir Russell être relégué doucement au rang de second. Wolff, il était très critique de McLaren l'an dernier dans la gestion du championnat. C'est un film qu'il a déjà vu, comme il disait. Laisser ces 2 pilotes se battre, ça ouvre juste la porte pour qu'un 3e pilote, pas de la même équipe, puisse arriver et choper une victoire en toute précocité, genre à Barcelone par exemple, en 2016 par exemple. Et quand il réfléchit bien, il a pas tort parce que ça a bien failli arriver l'an dernier, sauf que c'était pour un titre. Et on pourrait penser que ouais mais la décision elle va être plus dure là pour Wolff. Non, le choix il va être plus cornélien parce que Kimi il est jeune, il est inexpérimenté, George il a tout pour rebondir et puis Toto lui doit bien ça parce que non. Quoi? Non, Wolff s'en bat sûrement les couilles et préférera 1000 fois avantager le petit que de laisser filer un titre. S'il doit burner Russell au profit du poulain, le poulain en qui il a personnellement investi du temps et professionnellement investi du fric avec Mercedes, à ton avis, est-ce qu'il va hésiter? Le gamin, on l'a tellement vendu comme le nouveau Verstappen que, un peu à l'instar de Verstappen, on lui a fait skipper une partie du ladder pour monter en Formule 1. On lui a fait skipper la F3 comme Verstappen a skippé la F2. Tu crois que Wolff il brûlera pas Russell? Ah mais plutôt 2 fois qu'une, sans remords. Bon après là je suis dans mon discours de voilà il va le cramer, c'est bon. Non, je vous dis que s'il doit le faire, il le fera. On n'y est pas encore. Russell, il a du temps pour inverser la vapeur et surtout, ça va pas se faire d'un coup, à mon humble avis. D'abord, ça va être des trucs qui, pour la majorité des spectateurs, va pas être vu. Tu vois, ça va être l'ordre de sortie en qualification, donner un undercut qui est pas forcément justifié. Et après, il y aura peut-être effectivement du maintien de position. Et seulement quand Russell sera trop loin réalistiquement pour aller l'emmerder, là, on lui demandera peut-être de jouer le team player. On lui demandera peut-être, ouais, qu'est-ce que tu peux bloquer Piastri derrière 5 minutes, s'il te plaît? Que Russell fera sûrement parce qu'il est tout sauf con. Mais comme il est tout sauf con, justement, et comme il sait que ça va commencer graduellement, c'est que ça va pas l'empêcher de gagner. Il sait aussi que désobéir une fois, au début, quand tout n'est pas encore set in stone, ça aura pas les répercussions que ça pourrait avoir de, je sais pas moi, désobéir à la toute fin, genre en ralentissant tout le peloton comme une sale race pour s'assurer que derrière, il y a un pilote qui passe devant pour désavantager son teammate au championnat. Putain, j'ai vu ça où déjà, moi? D'autant que Clippy Face Caméra le dit pas, mais Russell maîtrise nettement plus le mind game qu'Antonelli, et Antonelli, il est sous une espèce de pression absolument terrifiante. C'est dit avec le plus grand amour, parce que j'ai digéré 2006, c'est bon depuis le temps, mais les Italiens ont pas grand-chose cette année, parce qu'on a la Coupe du Monde qui arrive, et eux sont pas qualifiés. Donc, en sport très très haut calibre, ils ont Bezzecchi en MotoGP, Aprilia dans une moindre mesure, et ils ont Antonelli en Formule 1. Ferrari, c'est pas pour tirer sur les poteaux tifosi, paraît chaud quand même là pour cette année, à mon avis c'est pas jouable. Et quand t'as 19 piges et que tu représentes l'espoir de l'Italie pour briller à l'international là maintenant tout de suite, ah mais ce serait normal qu'il s'effondre sous la pression.
ce serait normal. Guerre civile chez Mercedes? Pas encore. Gardez l'œil là-dessus parce que ce sera très intéressant à suivre. C'était Clippy Clip, suivez-moi partout sauf dans la rue. Le Garage Talks, il est court. Et je sais que j'aurais pu parler de plein d'autres trucs. J'aurais pu parler du crash à Gasly, qui du coup en soi est pas une erreur de pilotage, pas un incident de course réellement, c'est la Vicarb qui shut down mi-virage. J'aurais pu parler aussi du crash d'Adjar qui fait mal. On aurait pu revenir aussi une énième fois sur la voiture est faite pour Max, qui semble être un talking point qui émerge à la seconde où un pilote Red Bull a un peu plus de mal. Personne réfléchit 5 secondes. Mais comme j'en ai déjà parlé 2000 fois de ça et que j'ai la flemme, et ben voilà, j'ai la flemme et puis j'ai un milliard d'autres trucs à faire. Mon déménagement est fini, effectivement. Il y a toutes mes affaires dans cette maison-là, mais il faut ranger maintenant, c'est chiant. Et pour être honnête avec vous, j'ai envie de passer moins de temps sur les Garage Talks et plus de temps sur d'autres formats, genre que ce soit le car, ou que ce soit genre parler de sim racing, ou que ce soit faire peut-être d'autres hors-série cinéma. On verra comment on s'arrange, mais le problème des hors-série cinoche, c'est que c'est les droits d'auteur. Voilà, hein, c'est comme la Formule 1 finalement. Et le gros problème, c'est que autant là, pour Driven, on a pu obtenir gain de cause, autant ça a nuqué le référencement de la vidéo. J'aimerais voir si effectivement avec un autre film ce sera pareil, parce que évidemment ça dépend à 100% des tiers détenteurs. Genre là, si je dois parler d'un autre film là maintenant tout de suite, ce serait du suicide de parler de Formula One, donc je pense que le prochain ce serait Michel Vaillant. Éventuellement il faudra que je fasse Rush, parce que c'est un film que j'aime pas tant que ça, même si c'est pas mauvais. Il y a une grosse nuance entre aimer et oui, on est dans la portion de fin de la vidéo où genre, je parle pour les gens qui veulent rester, hein, sinon le reste barrez-vous. J'aimerais bien parler de Rush éventuellement, parce que c'est un film qui est pas mauvais mais que j'apprécie pas plus que ça, et je pense que je pourrais avoir une take intéressante dessus. De toute façon, genre, généralement, j'essaye de pas faire une vidéo si j'ai pas de take intéressante. C'est un peu pour ça que je veux lever le pied sur les Garage Talks, parce que j'ai l'impression d'avoir des takes, moins en moins intéressantes. Bref, on verra. C'était Clippy Clip. Reprise des streams, je sais pas exactement quand. D'abord, il faut que le mec vienne foutre la fibre. Donc ça, normalement, c'est le 6. Alors, la vidéo sort le 5, donc c'est demain. Mais après, il faut que je vois au niveau de mon infrastructure Wi-Fi, parce que il n'y a pas moyen de tirer un câble. Hein, c'est littéralement séparé par une cour extérieure et je suis pas au sol, donc je peux pas runner un câble au sol. Ça va être compliqué. Donc il va falloir que j'investisse dans de l'équipement Wi-Fi de qualité, parce que sinon je vais être obligé de restreamer en 5G et j'ai vraiment pas envie. Bref, c'était Clippy Clip qui a beaucoup de choses à faire. Bisous. Nul! C'est trop nul!